foot. Hier, la star française du football, Karim Benzema, a joué son dernier match avec le Real Madrid, club dans lequel il a passé 14 saisons. Il est arrivé à 21 ans. À 35 ans, donc, l'attaquant devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite et du club d'Al Ittihad, même si à cette heure, ni le club ni Karim Benzema n'ont confirmé l'info. On en parlait tout à l'heure avec Hélène Frat. Toutefois, la presse locale notamment se fait l'écho de son arrivée imminente. Ces dernières années, Baptiste, l'Arabie Saoudite a décidé de faire du sport une arme diplomatique majeure et n'hésite pas à dépenser des sommes colossales, c'est peu de le dire, pour cette ambition. Oui, les chiffres dépassent l'entendement. Selon la presse espagnole, Karim Benzema s'est vu faire une proposition de salaire de 200 millions d'euros par an. C'est énorme, c'est beaucoup, mais ça reste inférieur au salaire que touche Cristiano Ronaldo, l'autre star du football portugaise, qui est arrivé à la fin de l'année 2022 en Arabie Saoudite, également dans le club d'Al Nassr, et qui gagnerait près de 500 000 euros par jour. Oui, par jour, 500 000 euros. Lionel Messi, lui, est courtisé par le club d'Al Hilal pour une somme qui pourrait être encore plus importante. Il connaît déjà l'Arabie Saoudite puisqu'il est l'ambassadeur de son secteur touristique. On le voit d'ailleurs, l'un des sites du secteur touristique saoudien avec plein de photos de Lionel Messi. Bref, on parle beaucoup des investissements du Qatar depuis 10 ans dans le monde du football et du sport en général. Mais Riyad, aujourd'hui, en fait aussi une priorité face à son grand rival de la péninsule arabique, le Qatar. Riyad qui a acquis en 2021 le club de Newcastle en Angleterre via son fonds souverain, qui salive sur d'autres clubs européens et qui organise tout un tas de compétitions sportives. Le Grand Prix de Formule 1 de Jeddah depuis, voilà, on le voit ici depuis 2021, le Rallye Dakar sur 5 ans, les Jeux asiatiques d'hiver, oui d'hiver, hein, on skiera dans le désert en Arabie Saoudite en 2029, des compétitions internationales de football et peut-être un jour le Graal, on le voit ici, l'organisation de la Coupe du Monde, Riyad qui planche sur un dossier de candidature pour 2030 ou 2034, peut-être en partenariat avec d'autres pays. Alors, les intérêts sont un petit peu sportifs, beaucoup économiques, mais aussi, il est question de soft power. Baptiste. Oui, alors il est impossible finalement de séparer les deux, l'économie et le soft power. Sur le plan économique, l'Arabie Saoudite et son sulfureux prince héritier Mohamed Ben Salman savent que la demande de pétrole ne sera pas éternelle et ils cherchent aujourd'hui à diversifier au maximum leur économie. Cela passe par des projets pharaoniques, des villes futuristes en plein désert, des salles de concert gigantesques, des sites touristiques. Mais pour réussir, l'Arabie Saoudite cherche à s'ouvrir au monde. Ce n'est pas une tâche très aisée quand on a un bilan aussi catastrophique en termes de droits humains, en politique aussi autoritaire également. Le sport, c'est donc un outil très important de cette ouverture au monde, tout comme la culture d'ailleurs dans laquelle le pays investit aussi massivement avec des festivals de musique, de cinéma. Cela permet pour Riyad de construire un autre narratif, de montrer que ce n'est pas seulement un pays qui va faire la guerre au Yémen, un pays qui réprime ses opposants. Ça lui permet d'essayer en fait de renforcer son influence économique au Moyen-Orient en compétition avec d'autres pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar et bien sûr l'ennemi de toujours, l'Iran. L'Arabie Saoudite n'est pas le premier pays à utiliser le sport pour tenter de redorer son image. Est-ce que ça a fonctionné avec d'autres pays qui avaient eux aussi une mauvaise réputation en matière de droits de l'homme? Aucune réputation d'ailleurs. Voilà, ça a permis en fait de montrer d'autres aspects. Ça ne change pas l'image, mais ça montre d'autres aspects. Regardez la Coupe du Monde au Qatar. Certes, on a beaucoup parlé des ouvriers qui mouraient sur les chantiers en amont de la Coupe du Monde, de l'extrême conservatisme de la société et du gouvernement qatari à l'égard des minorités sexuelles, mais au final, que vont retenir les fans de football? Ils vont aussi retenir une compétition qui a été bien organisée, dans laquelle il n'y a pas eu de violence ou d'incidents majeurs. Un pays qui a su accueillir 1 million de visiteurs, qui a su réunir des chefs d'État lors des différentes cérémonies, des chefs d'État d'ailleurs qui ne se parlaient pas toujours. Bref, d'une compétition bien organisée. Ce fut aussi le cas avec la Chine, qui, rappelez-vous, avait organisé les Jeux Olympiques de 2008, qui avait montré son gigantisme, une cérémonie d'ouverture extrêmement impressionnante. Ça avait en quelque sorte consacré la puissance chinoise. Mais attention à ne pas croire que ces organisations d'événements sportifs changent un pays. La Chine ne s'est pas démocratisée, loin s'en faut, avec les Jeux Olympiques de 2008, contrairement à ce que certains pensaient en Occident, en disant à l'époque la Chine s'ouvre au monde, c'est le début d'une ouverture plus générale en matière politique notamment. Non, la Chine n'a pas adouci sa politique intérieure, tout comme la Russie n'a pas adouci sa politique intérieure et diplomatique avec l'organisation de ces Jeux Olympiques d'hiver et de la Coupe du Monde 2018 également. Géopolitique du sport ce matin avec vous, Baptiste Falvoz. Merci.